Venons se présenter rapidement avant de démarrer. On commence par vous, Monsieur Delmas. Oui, bonjour. Bernard Delmas, secrétaire général du CINAMOM, organisation professionnelle, architecture et maîtrise d'œuvre. Bonjour à tous, Pierre Mitt, président de l'Union nationale des économistes de la construction, vice-président de Mediaconstruct. En deux mots, Mediaconstruct, c'est le représentant de Building Smart. Building Smart, c'est l'organisme mondial qui s'occupe de gérer les formats d'échange au niveau de la maquette numérique. Et je suis co-rapporteur du document qui s'appelle BIM et gestion du patrimoine, établi dans le cadre du plan bâtiment avec mon ami Franck Ovorka de la Caisse et Dépôts. Bonjour, Lionel Blancardellery, architecte, vice-président de l'UNSFA, chargé de la politique technique et président du club d'industriels de l'UNSFA qui s'appelle Club Prescrire et d'un nouveau club qui s'appelle BIM Prescrire. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christine Kertész, responsable des activités de certification de produits sous marque NF au sein d'AFNOR Certification et je suis également secrétaire de AFOCERT qui est l'association française des organismes certificateurs de produits de construction. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Christian May, SNI, Syndicat national de l'isolation et EPI, entreprise provençale d'isolation. Merci. Bien, merci. Donc, lors de cette deuxième table ronde, nous allons aborder un peu la question de comment arriver à créer cette économie autour de la donnée de la construction. Un des points importants, c'est de créer la confiance dans cette donnée, parce qu'elle va être utilisée par de multiples acteurs. Donc, ça fait partie en particulier des travaux de l'AFNOR. Tout à fait. Je vais tenter de vous expliquer en quelques minutes, de façon très courte, le rôle de la normalisation et de la certification et son intérêt pour le développement du BIM. Je ne vais pas m'étendre sur l'intérêt du BIM, les précédents intervenants en ont largement parlé, mais aujourd'hui, l'enjeu pour que se développe le BIM, c'est de disposer de données fiables sur les produits de construction. Alors ces données, elles existent dans différents endroits. Les industriels ont énormément de données sur leurs produits. Les organismes certificateurs de produits de construction en disposent également. L'enjeu aujourd'hui, c'est de disposer de données bien structurées pour pouvoir échanger ces données dans des formats comparables à l'aide des différents outils du BIM. Donc c'est là qu'intervient le rôle de la normalisation. Parce que le rôle des normes, c'est justement de proposer des structurations, des vocabulaires communs pour ces échanges de données. Vous ne le savez peut-être pas, mais la normalisation a été un outil essentiel dans le développement des technologies d'information et notamment de la téléphonie mobile. C'est grâce à la norme GSM dans les années 80 qu'on a pu développer la téléphonie mobile. Pour le BIM, je pense que les choses seront identiques, c'est-à-dire que si on veut développer des logiciels qui vont chercher des données qu'on peut introduire dans ces outils, il faudra normaliser un petit peu le format de ces échanges. C'est absolument essentiel si on veut que le BIM se développe à large échelle. Alors il se trouve que la normalisation a déjà produit un certain nombre d'outils assez récemment, avec la sortie d'une norme que les spécialistes du secteur appellent la norme PPBIM pour propriété des produits et systèmes utilisés en construction. Donc c'est une norme qui permet de pouvoir définir la façon dont on va décrire les propriétés pour chacun des produits. Quand on dit propriété, ça peut être la résistance mécanique d'un produit, sa résistance au feu, ses propriétés performance acoustique et thermique, sa composition chimique, que sais-je encore. Donc là, cette norme, elle définit la façon dont on va définir ces propriétés, les structurer, construire une arborescence qui pourrait être utilisée ensuite dans différents outils du BIM. Donc ça, c'est absolument essentiel de se référer à ces outils normatifs parce que les logiciels du BIM vont s'appuyer sur ce type de normes pour pouvoir fonctionner. J'ajouterais que les normes sont également extrêmement importantes dans ce dispositif parce qu'elles vont permettre de pouvoir construire des formats ouverts. Il est certain que dans le dispositif du BIM, chaque acteur pourrait proposer des formats propriétaires, des logiciels complètement définis par des acteurs
quel qu'il soit, et avec les coûts qui pourraient être associés à ces formats propriétaires. L'intérêt de la normisation, dans le cas présent, c'est de définir des formats ouverts qui peuvent être utilisés par chacun des acteurs, y compris les petits acteurs, les plus petites structures et les PME notamment. Donc ça, c'est un outil qui permet de réduire les coûts et donc de contribuer à la diffusion des outils du BIM. Donc je ne saurais que trop vous inciter à suivre ces travaux de normisation, à y participer également, parce que après avoir défini une norme au plan français, ces travaux gagnent l'échelle européenne et internationale. Et ça, c'est extrêmement important et c'est même essentiel pour le développement des outils du BIM, parce que le BIM, ça ne se passera pas qu'en France, mais bien évidemment à l'échelle internationale. Donc si on veut que le BIM se développe, il faut des outils reconnus au plan international, donc des normes internationales, parce que les normes au plan international sont extrêmement utilisées et servent de référence à tous. Alors, maintenant, le deuxième point que je voulais développer ici, c'est que une fois qu'on a développé des normes sur la façon de structurer toutes ces données, on construira des dictionnaires qui définiront tous les formats d'échange des propriétés de données. La certification, elle amène également un outil fort intéressant qui va instaurer la confiance dans le développement du BIM. On est en train de réfléchir depuis quelques temps, assez récemment, avec MediaConstruct pour développer une certification des dictionnaires qui vont proposer donc ces propriétés de données, et puis ensuite une certification des bases de données qui vont contenir toutes les informations, les propriétés de ces produits, donc bases de données détenues par les industriels. Donc je pense que la certification sera un outil de choix pour amener de la confiance dans le développement du BIM et généraliser ces usages dans tout le monde de la construction, que ce soit dans le bâtiment et peut-être un jour dans le génie civil. J'ajouterai simplement une chose, c'est que puisque je m'occupe de marques NF, vous le savez peut-être pour certains d'entre vous, il existe des marques NF dans le monde de la certification des ouvrages, des maisons individuelles, des logements, des bâtiments tertiaires. Et les certificateurs d'ouvrages qui sont les partenaires d'AFNOR Certification, puisque ces certifications se font sous marque NF et NFHQE, vont utiliser de plus en plus les outils du BIM. Donc ça va être aussi un élément qui va tirer le monde de la construction vers l'utilisation du BIM. Voilà. Bien, merci. Donc on parle de certification, de confiance, mais pourquoi faire finalement on en revient au problème de savoir de quelles données on va avoir besoin en fonction de ces métiers. Ça c'est un souci, on va dire, du CINAMOM aujourd'hui, c'est comment dialoguer avec les industriels pour faire remonter les bons besoins en termes d'information. Oui, bonjour. Il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'on a parlé de maîtrise d'œuvre, on a parlé de maître d'ouvrage, de prescription, on a évoqué bien sûr les industriels, mais c'est quand même un acteur qu'il faut ne pas négliger. Bon, il ne nous aura pas échappé qu'il y a quelques jours, quelques semaines, Alain Mogart mettait sur un site internet une petite chronique, donc la première, enfin en deux temps, l'un sur les entreprises, l'autre sur les industriels. Bien. Pourquoi les industriels sans eux, nous, la maîtrise d'œuvre, l'exécution ne serait rien. Donc nous devons, ce qui présente une valeur ajoutée certaine, nous devons les intégrer au processus BIM et les intégrer si possible le plus en amont possible. Bon, ça je crois que c'est un intérêt pour qu'il n'y ait pas de maillon faible sur la chaîne comme on l'a dit. Alors maintenant, c'est quoi je rebondis sur ce que disait Madame. Bon, là, je suis béotien et je ne connais rien au format informatique, pas plus qu'au logiciel. Bon, il est bien entendu que c'est pas chaque industriel qui va balancer son catalogue sans que cela fasse l'objet d'un tri ou d'un tamis, comme disait François Pellegrin. Donc là, nous sommes tout à fait d'accord pour qu'il y ait harmonisation. Après, simple remarque, on a vu qu'on est quand même pris par le temps, donc il ne faudrait pas qu'on aboutisse à avoir des processus trop lourds qui pénalisent et qui retardent. Alors je ferai juste une remarque, c'est
ne pas trop charger la barque sur le plan administratif. Et donc sur le pourquoi, quoi et comment. Alors la seule chose, si vous voulez, c'est qu'il faut qu'il y ait un contact, échange et un système entre guillemets persuasif vis-à-vis des partenaires, vis-à-vis des industriels. Ça, je pense que ça ne pourra se faire que dans le cadre d'échanges, que ces échanges doivent se faire sur la base du respect mutuel. Et là, je pense, si vous voulez, que c'est aux organisations professionnelles que nous représentons d'essayer de jouer, d'avoir un rôle moteur. Donc que ce soit l'UNSFA, que ce soit l'Intec, que ce soit le Cinamom, nous avons chacun des contacts avec des industriels de tailles diverses et variées, que ce soit des groupes internationaux ou des gens qui ont plus je dirais, un rayonnement local. Mais c'est à nous de leur faire comprendre tout l'intérêt qu'ils ont, de leur prouver que, bien sûr, il y a un investissement, mais ils auront un retour sur investissement. Voilà. Bien, merci. Donc on a évoqué le problème de confiance dans la qualité, la réalité des données, de l'usage de ces données qui, in fine, vont arriver dans les mains des professionnels à travers des outils métiers. Donc ça, sur ce point-là, Pierre Mitt et Lionel Blancard de Léry pour l'Intec et pour l'UNSFA travaillent beaucoup. Pierre, si tu veux. Oui, merci. Donc oui, tu as un peu changé le déroulé, mais c'est pas grave, on va s'adapter. Oui, parce que dans ta question au départ, c'était de parler de saisie et ressaisie à chaque fois des données. Chaque profession n'a pas attendu le BIM pour essayer de travailler d'une façon un peu plus intelligente. On est passé de la feuille de Métray, on est passé au format Excel, et puis de la plume, on est passé au traitement de texte, et après avec des logiciels qui avaient une certaine intelligence. Donc aujourd'hui, la transition vers la maquette et le BIM, c'était pour nous, c'est pas une révolution, c'est une évolution simple qu'on mène depuis des années. Et aujourd'hui, ce que l'on veut, c'est pouvoir travailler d'une façon la plus intelligente possible. Donc effectivement, chaque projet est différent en fonction des acteurs et de la nature du projet qu'on en a à faire. Donc aujourd'hui, on a commencé à travailler, à réfléchir, à se mettre en place des choses, des bibliothèques en fonction de l'archi avec qui on travaille, qui a ses habitudes, en fonction de la nature du projet que l'on a. On sait qu'on a des matériaux qui sont parfois récurrents, et donc derrière, déjà, on a des pré-modèles de renseignement de nos maquettes, et ça va relativement vite. Donc déjà, je rassure tout le monde, la notion de ressaisir, il y a longtemps qu'on a essayé de l'abroger. Par contre, ce que l'on a besoin, c'est de la donnée qui est sûre et qui soit structurée. Aujourd'hui, on peut prendre différents catalogues de nos amis industriels, et parfois on a de la peine à trouver de l'information. Et parfois, il y a un industriel qui vient vous voir et qui vous dit « Mais pourquoi est-ce que dans ton descriptif, tu mets toujours tel produit ou tel produit ?» Je dis « Je mets tel produit parce que tu as des gens qui font des efforts pour présenter une documentation qui soit claire, structurée. Et qu'à un moment, on est obligé d'avoir de l'information, et vous, la documentation que vous avez, elle n'est pas claire, on n'arrive pas à trouver l'information. » Donc, point important dans ce qui est fait au niveau du projet PPB, c'est qu'en fin de compte, que tout le monde mette l'information et qu'on puisse la trouver et qu'elle soit claire. C'est un peu la même démarche que l'on a avec les fiches FDES, où en fin de compte, on compare une fiche par rapport à une autre fiche, on a cette information qui est présente. Et puis, cette information, je pense qu'il faut l'associer à d'autres dimensions. Bon, le BIM, on est sur la 3D. La 4D, la problématique de la planification. Je pense que nos amis ont besoin aussi d'informations qu'on doit pouvoir trouver dans les données produits. C'est pour ça qu'autour de la table, au niveau du projet PPB, il y a aussi les gens de la logistique et les gens de la grande distribution, parce que ces produits sont transportés, sont fabriqués, sont vendus, et on a besoin d'avoir ces informations. La 5D,
c'est ma partie d'économie de la construction, donc je pense qu'on va arriver à trouver les éléments dont on a besoin. Dans la partie 6D, tout à l'heure je parlais des fiches FDES, ben, je pense qu'il va falloir aussi que ces fiches FDES, on puisse bien les raccrocher avec notre BIM, pour que derrière, pour travailler sur la qualité environnementale de nos bâtiments, on puisse trouver des informations facilement. Et puis, la 7D, tout à l'heure on parlait de coût global, ben c'est vrai que c'est sur la notion de maintenance et... Ah ouais. J'ai de la voix. Oui, dans la notion tout à l'heure, François parlait de la notion de coût global et dans le cycle de vie d'un bâtiment, cette notion, cette information, où est-ce qu'on en aura le plus besoin, ben, c'est dans l'activité, dans l'utilisation de notre bâtiment. Donc il faut que cette information soit pérenne, et ça sera aussi un enjeu du BIM, d'avoir une information qui soit fiable, accessible et pérenne. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est en train de refilmer sous un format pellicule des films qui avaient été pixelisés. Sur les films des Frères Lumière, on arrive toujours à les lire, mais les gens qui avaient fait des enregistrements sous des cassettes, aujourd'hui on ne peut plus les lire. Donc il ne faut pas que nous, au niveau du bâtiment, au niveau de l'information, on ait cette problématique qu'à un moment on ne puisse plus y accéder. Alors, nos amis anglais ont une façon de voir un peu les choses par rapport un peu différente. Bon, déjà eux, ils avaient un peu d'avance avant nous, parce qu'il y avait longtemps qu'ils avaient mis en place ce qu'on attendait depuis des années, la nomination de Bertrand, au niveau de la task force sur le BIM. Ils ont défini des niveaux, et donc aujourd'hui ils sont dans le niveau 2, donc pour l'échange de l'information. Ils sont sous un format COBI, c'est un format qui ressemble à l'Excel, dans lequel on va chercher de l'information, mais qui est du renseignement, qui n'est pas de l'objet. Donc, nous, au niveau de la France, ben, cette notion de COBI, on l'a laissé un peu de côté. On est plus parti vers la notion représentation graphique avec de l'intelligence embarquée. Donc, il faut que nos amis industriels se penchent sur le sujet de deux façons. Il va falloir faire du générique, parce que si on est sur du marché privé, on fait ce que l'on veut. Dans le code de marché public, il y a des maîtres d'ouvrage qui ne veulent pas voir de marque, donc ils ne voudront pas encore moins de voir des objets. Donc il faut qu'on réfléchisse avec eux, et c'est vraiment, je veux dire, les partenaires primordiaux pour que la maquette et le BIM fasse son bout de chemin sur notre territoire, et pas seulement en France, mais le marché du bâtiment, il est Europe, il est au niveau mondial. Donc là, il y a vraiment un challenge à jouer avec nos partenaires industriels. Donc je m'occupe du club d'industriels de l'UNSFA, donc je les vis au quotidien. Alors, il y en a quelques-uns qui sont dans la salle. Quand j'ai parlé de la maquette numérique au club là, il y a quelques années, on m'a regardé bizarrement. Bon. Puis après, chemin faisant, bon, ils en ont entendu parler dans les journaux. Donc, et à un moment, ils m'ont dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Ils étaient OK. Ils m'ont dit « OK, on y va, mais qu'est-ce que tu veux ?» Donc il y avait une notion qui était très importante à définir, qui était un cahier des charges. C'est-à-dire pas en faire trop, parce que ça leur fait dépenser de l'argent, donc ils ne veulent pas en dépenser trop. En plus, il faut qu'ils aillent le vendre à leur patron. Donc ils nous ont dit qu'est-ce que tu veux. Donc on leur a dit bah, écoute, on va te faire un petit cahier des charges, et puis ce cahier des charges, on va le mettre en pratique dans des vrais projets. C'est-à-dire on va dire voilà, on a besoin de ça. Donc là aujourd'hui, il y a au premier rang, il pourra s'exprimer après, il y avait notre ami de chez Ciplas, de l'étanchéité, Eric Lenné. Je lui dis voilà, j'aimerais un truc, on a une toiture terrasse en béton. Je vais mettre une toiture végétalisée dessus, lambda, la notion de générique c'est un élément important. Je vais cliquer dans les quatre coins. J'aimerais le produit se dessine automatiquement, que j'ai les coupes techniques, les détails techniques, et j'aimerais, alors dans un autre temps, avoir une alerte normative. C'est-à-dire que si mon dessin ne respecte pas la norme, qu'on m'alerte, donc qu'il n'y ait pas le relevé suffisant. Donc il m'a dit banco, on y va. Donc il ne connaissait pas grand-chose, Eric, hein, il pourra le confirmer. Donc il a dit on y va. Alors c'était facile d'y aller, mais il m'a dit bon, je m'adresse à qui pour faire ça? Parce qu'ils n'avaient pas les compétences en interne. Donc il y a des prestataires qui existent sur le marché, donc c'était le choix de G6 Place. Il n'y en a pas 36 000, hein, il y en a deux, alors je les cite parce que quand il y a de la concurrence je cite, sinon je ne cite pas. Donc il y a Polantis et puis BIM Object. Donc ce sont des gens qui font de la modélisation d'objets.
Évidemment, on lui a dit si on a la partie graphiste, que disait Pierre, ça serait bien qu'on ait un petit peu d'informations derrière, donc un minimum descriptif qui soit adapté à la phase. Quand on est en esquisse, on n'a pas besoin d'avoir des détails qui sont du niveau du pro après. Et je suis content, là, après 2 ans de discussion avec Eric, que Cyplast sorte son catalogue numérique le 28 novembre, je crois. Donc vous pourrez aller chez eux et voir ce que c'est qu'une maquette numérique pour de l'étanchéité. Donc bien évidemment, le but, c'est que tous les industriels. Après, il y avait cette notion de mise en concurrence quand même. Donc il est primordial qu'il y ait une description générique des objets. C'est-à-dire l'étanchéité, ça reste de l'étanchéité. Et après, chaque entreprise va amener sa valeur ajoutée, donc son nom. Donc il y a 2 choses. Il y a le générique, donc ça va être les normes, tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et après, il y a associer les qualités de chacun. Chez nous, on a aussi Lafarge. Lafarge, ils font du béton isolant, donc il y a du béton et il devient isolant, donc il a une qualité. Donc c'est des choses qui se mettent en place. Les architectes, avec nos amis de la maîtrise d'œuvre, on dit ce qu'on a envie. C'est finalement pas d'une grande complexité, il faut s'y mettre. Pour vous dire quand même, dans notre club d'industriels, le premier qui est vraiment allé, c'est le plus petit. C'était un fabricant de volets, c'était les volets Thiebaud. Alors, numérique, il connaissait Monsieur Poinpé, Madame Raboni, mais il ne connaissait pas les architectes. Il y est allé, il y a vu toute son utilité. Quand il a mis une partie de son catalogue, quand même, pour vous donner une ordre d'idée et donner quelques chiffres, il a eu 4800 demandes, 1000 téléchargements en 2 mois, dont la moitié à l'étranger, et sur des marchés dont il ne pensait pas, il n'était que marché français. Donc il y a eu un impact en finalement un temps très bref qui a été très important. Il faut le gérer d'ailleurs derrière, parce que c'est pas si simple, qu'on a plein de téléchargements. Il y a les problèmes qu'il faudra quand même évoquer de copie, parce qu'on donne aussi un peu de son industrie, donc il ne faut pas trop en donner non plus et que garder sa valeur ajoutée, parce que des téléchargements, il y a eu nos amis chinois qui ont téléchargé les volets Thiebaud, donc il faut être vigilant aussi là-dessus. Donc lui il visait plutôt le marché allemand, ça, et il a eu je sais pas, 200-300 téléchargements en Chine, quoi. Donc tout ça se met en place. On est vraiment dans une logique de cahier des charges. Les choses sont allées à inscrire. Après, le monde du bâtiment, on l'a évoqué. Alors je m'occupe des représentations à la CAPEB, à la FFB. Comme disait M. Delcambre, je ne suis pas vraiment inquiet là-dessus. Moi, je fais des rendez-vous de chantier avec des gens qui ont des tablettes, même des gens qui ne parlent pas très bien français, ils ont une tablette numérique. Quand on leur dit on va te transmettre des détails, on va te transmettre un maîtret, on va te transmettre sur ta tablette, je ne vois pas vraiment de gros problèmes. Donc, je ne suis pas très inquiet. Et je pense qu'on sous-estime nos amis artisans. Il ne faut pas... avec notre ami de Rhône-Alpes, mais je pense qu'il ne faut pas les sous-estimer. Comme ils sont petits, ils ont une source de décision qui est beaucoup plus rapide chez les artisans que des très grosses sociétés. Donc là, ce n'est pas quelque chose qui m'inquiète. Donc nous avons des cahiers des charges à écrire. C'est réservé. Si vous avez l'occasion, alors s'il y a des architectes dans la salle, on a un syndicat à Paris qui présentera la maquette numérique, mais sous aspect de petits projets, un projet en neuf et un projet en rénovation de 150 000 € à peu près qui a été mis en maquette numérique. Donc la maquette numérique est faite pour les petits projets. Merci Lionel. Donc pour terminer cette table ronde, Monsieur May, pour nous présenter l'action de la SNI, du SNI vis-à-vis des entreprises, justement, comment accompagner les entreprises sur la prise en main de ces outils. Je vous remercie de me donner la parole. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier l'invitation à participer à ce colloque, à cette table ronde que m'a proposé Didier Balaguet, qui, en ce qui concerne notre syndicat, s'occupe en particulier justement de la démarche sur la tablette, sur le numérique. Voilà, sur la maquette numérique. Le SNI étant un syndicat qui regroupe les entreprises, les bureaux d'études, les assurances et aussi, et en particulier en amont bien sûr,
les fabricants. Donc nous sommes dans un collège à parité et nous avons déjà un peu cette habitude de cohabitation pour rejoindre le travail qui sera fait sur le numérique dans le futur. Nous avons l'habitude à travers nos corporations différentes, de pratiquer l'échange. Ce qui sera intéressant, c'est que cet échange maintenant pourra se matérialiser sous une forme concrète et qui aura un rapport avec, non plus avec le virtuel, mais le réel. Et en particulier, ce qui m'intéresse dans ce qui a été dit tout à l'heure, mais je l'ai souligné aussi, et là je fais une petite parenthèse, je suis d'accord qu'il ne faut pas limiter ce sort aux grosses entreprises, qu'aux gros fabricants. Je crois que, et là je suis de ce côté de la barrière, à savoir l'entreprise, il faut au contraire encourager et porter les artisans à aller vers cette démarche. Et d'ailleurs, M. Pellegrin tout à l'heure l'a fait comprendre, même s'il soulignait qu'il y avait peut-être une lacune de ce côté-là, a fait comprendre, à partir de la démarche de l'architecte, du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, pour qu'elle soit cohérente, eh bien, il faut aller aussi vers l'artisan, qui sera très souvent encore en bout de chaîne. Ensuite, je vois un avantage à cette maquette numérique, je lui vois l'avantage qui a été souligné d'ailleurs par tous nos interlocuteurs, j'ai rien à rajouter. Ça sera quelque chose de concret qui rapprochera et en même temps qui doit faire évoluer. Alors, évoluer, ok, la France, on y pense, on travaille dessus, les fabricants sont dessus, l'APNOR, les bureaux d'essai, tous ces gens-là sont prêts, ont déjà étudié, les maîtres d'ouvrage publics ou autres l'ont fait, mais comment allons-nous nous positionner dans nos démarches réelles par rapport à l'Europe? Encore une fois, avons-nous une démarche cohérente par rapport aux autres Européens dans toute la chaîne qui va être entraînée, ou avons-nous une démarche française? On sait, on l'a déjà dit, on l'a entendu, les Anglais ont un train d'avance. Moi je vais... Si, quand même. Bon, d'accord. Non, on n'est pas mauvais en France. Non, mais on peut rester cocardier, on a le droit, mais moi je ne suis pas anglophile, hein, mais quand même sur le concept, l'ingénierie d'abord et pas l'ingénierie après comme on l'a trop souvent pratiqué en France. Architecture et ingénierie ensemble. Bien sûr. Maîtrise d'œuvre ensemble. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui. Donc pour nous, ça sera effectivement une révolution parce que cela va changer nos habitudes. On a très peu parlé d'argent, mais on en a entendu parler sous-jacemment. Il est vrai que ça va coûter cher en investissement dans les zones, même si, là aussi, on a parlé de la jeunesse qui est porteuse de messages, ayant déjà compris le maniement des instruments et voit déjà les choses en 3 voire 4 dimensions, peut-être même 5, puisque ils sont déjà beaucoup plus loin que nous, mais en tout cas, il faudra avoir des résultats, il faudra gagner du temps, donc il faudra gagner de l'argent. Mais ça va coûter relativement cher comme investissement dans les hommes, sans oublier les femmes, et le matériel. Voilà. Je vous remercie. En tout cas, encore une fois, M. Balaguer, en ce qui nous concerne, dans notre syndicat, va nous aider au titre de la normalisation et de l'ouverture à tous les systèmes. Donc,
j'accepte de continuer à collaborer avec lui. Merci. Un peu loin. On prend le petit micro. Je ne suis pas cocardier, mais la France n'a pas du tout à pâlir de sa position au niveau du BIM. Et c'est clair, nos amis anglais sont venus frapper à la porte de la France. Et je peux vous dire, parce Marc Biou, qui est le directeur de la Task Force, est venu à Paris quand il a été nommé. On l'a reçu chez nous à Natex, c'était une coïncidence. Mais de toute façon, l'Europe n'avancera pas dans le BIM sans la France. La France est un interlocuteur de poids sur des sujets très importants, sur le sujet du dictionnaire produit. On est leader sur le sujet aussi du BIM infra, avec notre ami Christophe Castin, sur le sujet aussi de la notion de conservation, de pérennité de la donnée, et puis aussi un autre sujet où la France dit aussi que la notion de process, parce qu'un bâtiment, il y a une activité, et l'activité qu'il y a dans le bâtiment, le process génère aussi de l'information et a besoin aussi d'information du bâtiment. Donc je veux dire que la vision de la France sur le sujet n'est pas du tout... c'est pas un combat d'arrière-garde. Quel que soit le mode d'activité, la pratique de l'ingénierie, du monde de la construction, la maquette numérique, le BIM, c'est un format d'échange. Donc ce format d'échange a la possibilité de s'adapter à tout mode de construction, à toute nature de projet et quels que soient les acteurs. Donc il faut d'abord des outils qui fonctionnent, un format qui soit ouvert et des gens qui ont de l'intelligence et qui acceptent une certaine transparence. Merci. Bravo Pierre. Juste pour rajouter encore un peu dans ce registre, vous savez tous qu'en France, on a la chance d'avoir des majors du BTP, 3 majors qui sont voilà, parmi les champions du monde de la construction. On a aussi des grands cabinets d'ingénierie, on a des grands cabinets d'architectes et on a des grands industriels. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà, on a dans la sphère construction des champions du monde à tous les niveaux. Et bien, je peux vous garantir que chez ces gens-là, on a vu venir le coup et on sait aujourd'hui, et heureusement, pratiquer et se battre à l'international avec ces outils numériques pour remporter des très belles affaires. Donc la France n'est absolument pas à la traîne, en témoignent ces grandes réalisations. Et donc maintenant, l'idée c'est d'embarquer tout le monde, tous les autres, et ça va se faire progressivement, et il n'y a aucun doute là-dessus. Bien, une ou deux questions très courtes et les réponses également, s'il vous plaît. La dame, vas-y. La dame avait demandé et après ce sera... Une question peut-être naïve, est-ce qu'il va y avoir une incitation fiscale? Parce que vous parlez de major, monsieur Delcambre. Moi, nous sommes une PME de 250 salariés. Je fais partie de BIM Prescrire avec Lionel et Eric, là. Je vois vraiment le projet, je vous écoute vraiment avec attention, je vois le naturel avec les nouvelles générations, avec les enfants, mais il n'y a pas que les majors, il y a des PME, il y a un beau tissu et il y a aussi les artisans. Est-ce qu'il va y avoir une incitation fiscale à l'innovation en fait? Bon, effectivement, si on arrive à donner envie à tout le monde, il faut avoir conscience de la situation des petites structures qui aujourd'hui, en fait, il y a vraiment deux sujets qui apparaissent, deux barrières, si on peut dire, et qu'il va falloir dépasser. C'est à la fois les compétences, parce que c'est des sujets quand même nouveaux, ça va modifier les pratiques, donc il faut préparer les acteurs actuels, ceux qui n'ont pas été formés à l'école à tous ces nouveaux outils, il faut les préparer. Donc il y a les compétences, et puis il y a effectivement un investissement en termes d'équipement, en termes de matériel, en termes de logiciel. Et alors bon là, je dirais que moi bien sûr on m'a pointé du doigt tout ça, j'ai tout un ensemble d'éléments, et donc il faut s'interroger sur la manière d'accompagner effectivement les acteurs, les petites structures pour les
prendre un peu par la main et les faire progresser, dépasser un peu ces handicaps de départ en termes de compétences et de moyens. C'est pas à moi de répondre sur est-ce que l'État va mettre de l'argent sur la table pour accélérer tout ça. On va voir, on est en train d'en discuter. Ce que je peux dire quand même, parce que j'ai rencontré François, et François peut en témoigner aussi, c'est que ce sont quand même pas des investissements hors de portée, et qui sont tout de suite rentabilisés. Et très clairement, ceux que j'ai rencontrés qui avaient fait ce pas-là, y compris des petites structures, bon, effectivement, il a fallu à un moment donné trouver peut-être un banquier ou quelqu'un qui faisait des avances de trésorerie, mais très vite, les gains sont là, la productivité est là, on gagne du temps, donc on gagne de l'argent, et surtout, on ne veut pas revenir en arrière. Donc voilà, hein, c'est bon. Mais effectivement, ça pose des questions de ce niveau-là, c'est sûr. Je suis désolé, il y a des questions, mais je ne peux pas les prendre, on a trop débordé, sachant qu'il y aura un autre temps de questions après. Alors, je suis désolé. Merci à nos intervenants.